Construite en 859, soit 100 ans avant l'université d'Al-Azhar en Égypte, 200 ans avant Oxford au Royaume-Uni ou encore 400 ans avant la Sorbonne en France, Al-Qarawiyyin est considérée comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité par l'UNESCO et le livre Guinness des records. Elle est celle qui sera à la base du concept des chaires universitaires avec des spécialisations dans une centaine de domaines différents. Al-Qarawiyyin est un immense complexe qui s'étend sur plus de 5800 mètres et qui comprend en son sein une université, une mosquée et une bibliothèque. À l'origine de ce projet, une femme, Fatima Al-Fihriya. Pourtant, Fatima Al-Fihriya n'apparaissait dans aucun livre historique musulman avant le XIIIe siècle. Il aura fallu attendre 4 siècles après sa mort pour qu'un célèbre historien de Fès l'évoque enfin dans ses ouvrages. Fatima El-Fihriya est une membre de la famille des Fihrides. C'est une famille d'aristocrates arabes issus de la tribu des Quraysh. Quraysh étant la tribu au sein de laquelle est né le prophète Mohammed. Alors elle était la fille d'un riche commerçant qui avait migré de Kérouan vers Fès en 825. Kérouan est une ville de l'actuelle Tunisie qui a d'ailleurs été fondée en 670 par un des aïeux de Fatima, le général Uqba ibn Nafi'. Alors pour nous situer, nous sommes en pleine conquête arabo-musulmane du Maghreb contre les Byzantins et Kérouan servira de base pour l'islamisation de tout le territoire. À un moment, il y a une tribu qui va accéder au pouvoir et qui professait une autre branche de l'islam et c'est dans ce sens que beaucoup de familles kérouanaises ont migré vers Fès notamment. Alors si on rappelle ça, c'est pour comprendre pourquoi l'université a été appelée Al-Qarawiyyin. Elle a été appelée de la sorte en hommage à Fatima Al-Fihriya qui venait de Kérouan. Et aussi pour comprendre pourquoi le fondateur de Fès, Idriss Ier, avait inauguré en 809 un quartier qu'il avait appelé le quartier des Qarawiyyin. Idriss Ier qui avait d'ailleurs fait de la ville de Fès la capitale politique et spirituelle du Maroc. Alors revenons-en à elle. À la mort de son père, Fatima Fihriya hérita d'une très grosse fortune avec sa sœur Meriem. Sa sœur Meriem qui d'ailleurs construira la mosquée des Andalous à Fès en référence aux familles chassées de Cordoue et qui ont migré vers Fès. Alors Fatima El-Fihriya était très croyante. Elle s'était promis d'utiliser toute sa fortune pour créer un lieu qui servirait de référence en matière de culte et de savoir. Elle avait très bien compris que l'islam mettait particulièrement l'accent sur la recherche de la connaissance en matière de science, mais aussi de manière plus générale de tout ce qui permettrait à l'homme de comprendre le monde dans lequel il évolue. Fatima El-Fihriya s'attelle donc à cette immense tâche, faisant d'elle son objectif principal et pour laquelle elle dédiera le restant de sa vie. Elle se consacre donc dans un premier temps à la construction de la mosquée d'Al-Qarawiyyin en 859. On dit qu'elle aurait jeûné durant les 2 années qui ont été nécessaires à sa construction. Fatima El-Fihriya n'avait pas de formation en architecture, mais elle a pu concevoir l'édifice dans ses moindres détails en suivant des techniques de construction très précises. Elle a creusé des cavités dans les profondeurs de la terre pour extraire du sable jaune, du stuc et de la pierre, ce qui n'était pas usuel en comparaison avec la construction des autres mosquées. Et tout cela extrait uniquement du terrain qu'elle avait acheté, où elle avait établi une carrière et creusé un puits pour être autosuffisante. À cette époque, la tradition était que les autres mosquées de Fès commençaient leur appel à la prière seulement après avoir entendu El-Qarawiyyin. Elle est aujourd'hui l'une des plus importantes mosquées du Maroc et possède une capacité d'accueil de plus de 22 000 fidèles. Au fil des siècles et des dynasties qui se sont succédées au Maroc depuis le 8e siècle, l'édifice a vu son architecture évoluer et s'agrandir. Tous les sultans se sont efforcés de contribuer à l'essor de l'établissement, depuis les Idrissides aux Alaouites actuellement, en passant par les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, les Ouattassides et les Saadiens, car ils avaient saisi l'extrême importance que représentait ce lieu emblématique et le rôle qu'il jouait dans le rayonnement intellectuel du monde arabo-musulman. On rappellera notamment à titre d'exemple qu'au XVIIe siècle, le premier sultan de la dynastie des Alaouites, Moulay Rachid, avait instauré une tradition qui s'appelait Sultan al-Tolba. Le principe était que les étudiants nommaient un sultan et son gouvernement pendant 15 jours. C'était une sorte de manifestation populaire où les étudiants s'organisaient autour de débats, lisaient des poèmes, mais surtout qui était marqué par la visite du sultan qui venait leur offrir des cadeaux, leur prodiguer des conseils, et c'était une première alors dans le monde que de recevoir un tel honneur de la part d'un dirigeant.
L'université d'Al-Qarawiyyin proposait des enseignements dans de multiples branches. Il y avait de la théologie, de la jurisprudence, de la philosophie, de la littérature, de l'astronomie, de l'astrologie, de la grammaire, de la logique, des mathématiques. Par cette variété et ces spécialisations, elle sera donc le modèle des futures universités. Et ce qui a vraiment fait de cette université un puits de savoir, c'est la bibliothèque dont elle a été dotée. Une bibliothèque immensément riche qui a contenu plus de 320 000 œuvres et manuscrits d'une valeur inestimable au temps du sultan Abou Inen de la dynastie des Mérinides qui aurait fait don de l'ensemble de ses livres. Elle aurait contenu notamment l'Évangile de Marc traduit en arabe au XIIe siècle ou le traité de médecine d'Ibn Tufayl. Aujourd'hui, la bibliothèque en a conservé près de 40 000 qui sont des trésors scientifiques et historiques. Parmi eux se trouve un Coran calligraphié sur une peau de chameau datant du IXe siècle ou encore un exemplaire du Kitab al-Ibar, livre des exemples, rédigé puis offert à l'université d'Al-Qarawiyyin par Ibn Khaldoun lorsqu'il s'installa à Fès. Et c'est notamment grâce à l'extrême richesse de sa bibliothèque qu'Al-Qarawiyyin a attiré les plus grands savants de l'époque qui ont été associés à elle d'une manière ou d'une autre, en tant qu'étudiants, professeurs ou auditeurs. On citera parmi tant d'autres le philosophe Ibn Rushd ou Averroès, qui est venu depuis l'Andalousie, l'historien Ibn Khaldoun, l'explorateur Léon l'Africain, l'écrivain Ibn al-Khatib ou encore les grandes figures du soufisme telles que Ibn Arabi, mais aussi le rabbin Maïmonide ou encore Gerbert d'Aurillac, futur pape Sylvestre II, pontifié à Rome en 999. L'influence d'Al-Qarawiyyin s'est faite ressentir du Maghreb à l'Europe, du Mashrek à l'Andalousie. C'est donc au cœur de ce Fès où a commencé le dialogue entre les différentes civilisations. Elle a été un point de rencontre foisonnant entre les différentes populations et les différentes cultures. C'est donc sans surprise que la Médina de Fès a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1981. Aujourd'hui, les enseignements prodigués par l'université Al-Qarawiyyin sont fortement orientés vers la religion. La mission d'Al-Qarawiyyin aujourd'hui est de former de futurs ulama ou des théologiens de l'islam et des chercheurs spécialisés dans le domaine des études coraniques et des sciences de la sharia. En l'honneur de cette dame, un programme universitaire et une bourse ont été mis en place par la Commission européenne destinés aux étudiants universitaires d'Europe et de certains pays d'Afrique. Un prix Fatima El-Fihriya a été créé en 2017 à l'université de Kérouan. Il récompense les initiatives pour l'accès des femmes à la formation et aux responsabilités professionnelles. Fatima El-Fihriya est une femme qui aura légué tous ses biens pour servir sa communauté et faire briller la civilisation arabo-musulmane à travers le monde. Elle représente un symbole extrêmement puissant, elle est une figure extrêmement respectée et son souvenir n'est pas près de s'éteindre dans les mémoires.